La physique, depuis son éclosion au XVIIe siècle, sous l'impulsion de savants tels que Galilée, Kepler et bien sûr Newton, a connu un essor considérable. Les lois de la mécanique décrivent parfaitement le mouvement des corps, depuis la chute de la pomme jusqu'au mouvement des planètes. Ensuite se sont développés l'optique, le magnétisme et enfin l'électromagnétisme avec la théorie de Maxwell. Celle-ci décrit la lumière comme une onde électromagnétique et prédit l'existence des ondes radio qui seront découvertes expérimentalement par Hertz à la fin du XIXe siècle. Ainsi, en 1900, Lord Kelvin déclare que les connaissances en physique sont comme un grand ciel bleu à l'horizon duquel subsistent deux petits nuages d'incompréhension, mais qui seront vite dispersés. En fait, ces nuages se révèlent être des ouragans. Ils vont donner naissance à deux domaines majeurs de la physique moderne, la relativité et la physique quantique. Alors la physique quantique, pourquoi ce nom ? Lorsque Planck se penche sur le problème du rayonnement du corps noir, qui est un de ces nuages, il introduit la notion de quantum d'énergie. C'est-à-dire que les échanges entre le rayonnement électromagnétique et la matière vont se faire par paquets d'énergie. Et il introduit une nouvelle constante, celle qui porte son nom. Einstein généralise ce concept d'échange par quantum d'énergie et affirme que la lumière est constituée de grains d'énergie, les photons. Pour autant, la physique quantique n'abandonne pas le caractère ondulatoire de la lumière, et on touche là la notion de dualité de onde-corpuscule. Un photon, un électron, un atome sont à la fois une onde et un corpuscule. Ainsi, pour décrire le monde de l'infiniment petit, la physique quantique introduit des concepts qui révolutionnent notre façon de penser. Une particule classique peut être décrite par sa trajectoire, qui est l'ensemble de ses positions et vitesses en fonction du temps. Cette notion de trajectoire est abandonnée en physique quantique. Un objet quantique est dans une superposition d'états, il peut être dans plusieurs endroits en même temps. Et ce n'est que lorsqu'on mesure sa position qu'on va le trouver à un endroit donné, avec une certaine probabilité. On voit là l'importance de l'observateur qui va perturber le système, et aussi l'indéterminisme qui est intrinsèque à la théorie. Alors une autre conséquence de la physique quantique, c'est le classement des particules en deux catégories qui n'obéissent pas à la même statistique, les fermions et les bosons. Les fermions ne peuvent pas se trouver dans le même état quantique, c'est le principe d'exclusion de Pauli, tandis que les bosons ont tendance à se regrouper à basse température. Cela donne lieu à des phénomènes d'état collectif quantique qui ont des propriétés extraordinaires comme la supraconductivité ou la superfluidité. Au-delà de ces phénomènes typiquement quantiques, on a besoin de la physique quantique pour expliquer le monde qui nous environne, comme la couleur des matériaux, la conduction électrique dans les métaux ou bien le magnétisme des aimants, par exemple. Alors on voit souvent la mécanique quantique comme une théorie très complexe, mais elle a permis l'invention de nombreuses technologies modernes. Sans elle, nous n'aurions pas de laser, par exemple. Le spin, propriété sans équivalent classique, est utilisé dans les têtes de lecture des disques durs et est aussi à l'origine de l'imagerie par résonance magnétique que l'on utilise dans les hôpitaux. Et demain, pourquoi pas, un ordinateur quantique ? Peut-être. D'un point de vue fondamental, la physique quantique continue de passionner et de susciter de nombreuses recherches, comme dans notre laboratoire à l'Institut des nanosciences de Paris. Des effets de délocalisation des noyaux aux propriétés de boîtes quantiques, en passant par des effets collectifs quantiques, voici un aperçu de ces domaines de recherche. Le laser est une source de lumière particulière dont on ne peut expliquer le fonctionnement que par la mécanique quantique. Il émet un faisceau cohérent, c'est-à-dire un ensemble de photons, des objets qui sont à la fois ondes et particules qui n'ont pas de masse et qui se propagent à la vitesse de la lumière, tous ces photons ayant les mêmes propriétés spatiales et temporelles. Ils se propagent dans la même direction avec la même longueur d'onde. Donc si on prend une image, une lampe à incandescence peut être considérée comme une foule où chacun marcherait à une vitesse différente dans une direction différente, alors que le laser, source quantique, va être une armée où chaque soldat marche au pas dans la même direction. Pour fabriquer un laser, il faut 3 ingrédients. Un mi-amplificateur formé d'atomes, un système de pompage qui va lui apporter de l'énergie et une cavité optique formée de miroirs qui va recycler les photons émis par le mi-amplificateur. La longueur d'onde de ces photons dépend de l'atome qui constitue le mi-amplificateur, plus particulièrement de la quantification de ses niveaux d'énergie. En effet, l'énergie d'un atome ne peut prendre que des valeurs discrètes.
Lorsqu'on apporte de l'énergie à cet atome, il va être promu dans un niveau d'énergie élevé et va pouvoir se désexciter en émettant un photon et en retombant dans un niveau d'énergie plus bas, la longueur d'onde de ce photon étant donnée par la différence d'énergie entre ces deux niveaux. Elle ne peut donc prendre que des valeurs discrètes également. Donc comment fonctionne un laser? On prend un mi-amplificateur auquel on apporte de l'énergie grâce au pompage. Il va émettre des photons spontanés dans des directions différentes, dont la longueur d'onde va être donnée par l'écart entre les niveaux d'énergie. Donc ça ne suffit pas pour obtenir un laser parce qu'on n'a pas un processus cohérent. Et c'est là que la cavité optique entre en jeu. En effet, certains des photons émis spontanément vont être émis dans la bonne direction, vont être réfléchis par les miroirs de la cavité, repasser dans le mi-amplificateur et stimuler l'émission de nouveaux photons qui auront les mêmes propriétés qu'eux-mêmes, qui vont eux-mêmes être réfléchis par les miroirs de la cavité et ainsi de suite. Et au final, on obtient un processus cohérent qu'on appelle l'émission stimulée et donc l'apparition d'un faisceau laser. Le premier laser a vu le jour en 1960 et par la suite, de très nombreux dispositifs ont été développés par les chercheurs en impulsion ou en continu sur des gammes de longueurs d'onde variées avec des mi-amplificateurs ou des systèmes de pompage très différents. Le laser a également trouvé sa place dans notre vie de tous les jours. En particulier, il est très utilisé dans l'industrie ou dans la médecine et c'est un instrument indispensable dans tout laboratoire de physique expérimentale comme l'INSP. Sans laser, on n'aurait pas détecté les ondes gravitationnelles. Il est à l'origine de l'avènement de l'information quantique et probablement à la base de nombreuses découvertes dans le futur. La mécanique quantique a complètement transformé la façon dont on se représente la matière. Elle nous dit que dans un atome, l'électron doit être décrit comme une onde. Il est délocalisé et il occupe tout un volume autour du noyau atomique. Et la mécanique quantique fournit les équations, les outils mathématiques qui permettent de décrire le comportement de cette onde de l'électron. Avec cette théorie, les physiciens et les chimistes ont pu expliquer comment plusieurs atomes peuvent ensuite se lier, s'assembler pour former des structures plus complexes, comme des molécules, des solides, des liquides, etc. Aujourd'hui, on est capable de modéliser avec une bonne précision la plupart des propriétés macroscopiques des matériaux à partir de simulations microscopiques, c'est-à-dire de calculs qui décrivent le comportement, la façon dont les atomes s'organisent dans la matière. Et tout ça serait impossible sans la description quantique du comportement ondulatoire des électrons. La mécanique quantique est parfois contre-intuitive, entre autres, elle nous dit que plus un objet est lourd, plus sa longueur d'onde est courte et plus il va pouvoir être localisé dans un volume restreint. En particulier, dans un atome, le noyau, qui est beaucoup plus lourd que les électrons, est plus localisé et souvent, pour simplifier les calculs, on néglige son caractère ondulatoire et on lui applique plutôt les lois de la mécanique classique, les lois de Newton. En réalité, en faisant ça, on passe complètement à côté de certains phénomènes physiques, notamment les effets isotopiques. Alors, pour prendre un exemple, dans la molécule d'eau, H2O, si on remplace l'hydrogène H par son isotope, le deutérium D, qui est un atome qui a également un seul électron, comme H, mais dont le noyau est 2 fois plus lourd, ça donne ce qu'on appelle l'eau lourde, D2O, dont certaines propriétés sont très différentes de l'eau normale. Notamment, l'eau lourde est toxique à partir d'une certaine dose, ce qui évidemment n'est pas le cas de H2O. Et ces différences ne peuvent s'expliquer par la théorie que si on tient compte du caractère quantique, donc ondulatoire, des noyaux. Le noyau D est plus lourd, donc plus localisé que le noyau H, et ça va modifier la façon dont la molécule d'eau lourde interagit avec son environnement, par exemple avec les protéines qui se trouvent dans les cellules vivantes. Utiliser la mécanique quantique pour décrire à la fois les noyaux et les électrons, ça rend les calculs nettement plus complexes, mais ça reste possible. Et dans notre équipe, on est spécialiste des théories et des méthodes qui permettent cette description quantique. Ces théories, on les utilise pour faire des simulations de différents matériaux afin d'améliorer la compréhension de certains phénomènes physiques, et notamment les effets isotopiques. Les boîtes quantiques à base de matériaux semi-conducteurs sont des objets de taille nanométrique fabriqués en laboratoire dans des centrales technologiques.
Chaque boîte est en fait un assemblage d'atomes, quelques milliers d'atomes, qui sont aléatoirement présentes sur un substrat. Et elles sont ensuite recouvertes d'un autre matériau, de semi-conducteurs, d'une autre nature. Elles sont donc enterrées en volume. Alors l'intérêt de ces objets réside dans leur taille nanométrique, puisque grâce à ces tailles de toute petite dimension, dans les 3 directions de l'espace, il y a d'importantes modifications au niveau des propriétés physiques de ces objets. Et notamment, les propriétés physiques ne sont plus régies par les lois de la mécanique classique, mais par les lois de la mécanique quantique. Et il y a deux propriétés importantes qui surviennent alors. C'est d'une part le mouvement des électrons des atomes qui constituent la boîte quantique sont complètement figés. Donc il n'y a plus aucun degré de liberté, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça des boîtes quantiques. Et d'autre part, les énergies que peuvent prendre les électrons ne sont pas quelconques, il y a seulement certaines valeurs discrètes qui sont accessibles. Pour cela, on parle aussi d'une boîte quantique comme d'un atome artificiel. À ce moment-là, les propriétés vont fondamentalement changer et les boîtes quantiques sont donc des objets d'étude d'un point de vue des études fondamentales en physique. On peut sonder ces propriétés, donc la manifestation de ces propriétés quantiques, en faisant des expériences, par exemple en étudiant l'interaction avec la lumière. On envoie un faisceau laser sur une boîte quantique et on observe donc soit la transmission, soit l'émission des photons. Et on s'aperçoit donc d'une chose assez remarquable, c'est qu'une boîte quantique peut se comporter comme une source quantique de lumière, c'est-à-dire elle va avoir tendance à émettre les photons un par un. Et un autre aspect qui est aussi assez extraordinaire, c'est que grâce à la lumière, on peut réaliser ce qu'on va appeler des superpositions d'états. Donc on va envoyer des impulsions laser très courtes sur une boîte quantique et réaliser donc une superposition d'un niveau haut, d'un niveau bas par exemple. On crée ainsi ce qu'on appelle un bit quantique qui est aujourd'hui utilisé dans tous les protocoles d'information quantique. Quand on pense à la mécanique quantique, souvent on songe à un phénomène qui se passe à l'échelle de l'atome, des particules élémentaires, des électrons, des noyaux. Eh bien en fait, on se trompe. La mécanique quantique est un phénomène qui peut aussi avoir des manifestations à une échelle tout à fait humaine, à une échelle dite macroscopique, par opposition microscopique. Et le premier phénomène de ce type, qui se manifeste à grande échelle, a été découvert en 1911 par Carl Monning-Onnes à Leiden. Il s'agit de la supraconductivité. Lorsqu'un matériau devient supraconducteur à très basse température, eh bien, il perd toute résistance au passage du courant électrique. On peut faire passer un courant énorme à l'intérieur sans que le matériau ne chauffe. Une autre propriété a été découverte dans les années 30 par Meissner et Horsenfeld. Ils ont montré qu'un supraconducteur pouvait repousser le champ magnétique et cela lui confère des propriétés tout à fait spectaculaires que je vais vous illustrer maintenant. Il s'agit de la lévitation magnétique. Eh bien, voilà un matériau supraconducteur. IBAQ, yttrium, barium, cuivre, oxygène, avec une formule chimique très compliquée. Il s'agit d'une céramique qui devient supraconductrice à environ moins 170 degrés Celsius, une très basse température. Alors, ce matériau-là, à température ambiante, n'a pas de propriété très intéressante. C'est un mauvais métal et quand je mets un aimant dessus, ici, il ne se passe strictement rien. Nous allons voir maintenant ce qu'il se passe lorsque l'on refroidit ce matériau à moins 196 degrés et une température très basse à laquelle il devient supraconducteur. Notre pastille supraconductrice d'IBAQ est maintenant refroidie à environ moins 200 degrés Celsius et à cette température, elle est supraconductrice. Elle devrait donc repousser le champ magnétique d'un aimant que j'ai ici dans ma main. Donc, posons l'aimant sur la pastille et regardons ce qui se passe. Comme l'on voit, la pastille lévite par-dessus le supraconducteur et si maintenant je fais tourner l'aimant, vous voyez, il va tourner librement. Alors que se passe-t-il dans cette pastille pour avoir cette lévitation? Eh bien, l'ensemble des électrons de la pastille sont dans une seule et même fonction d'onde macroscopique, un état quantique macroscopique. Et cet état quantique macroscopique va générer des supercourants, et ces courants vont eux-mêmes engendrer des champs magnétiques, et ces champs magnétiques vont être opposés aux champs magnétiques de l'aimant. Quelle que soit l'orientation de l'aimant, les supercourants vont se réorganiser de sorte à toujours afficher un champ magnétique opposé au champ magnétique de l'aimant,
Et c'est cela qui provoque la lévitation. Donc cette lévitation que l'on voit là est vraiment la manifestation immédiate d'un effet quantique à l'échelle macroscopique. Après la lévitation, les supraconducteurs présentent des propriétés encore plus spectaculaires associées à l'existence de vortex. Ces vortex sont des tourbillons de courant qui sont analogues à des cyclones quantiques. Dans les supraconducteurs, ces tourbillons de courant vont générer des champs magnétiques. Plus particulièrement, quand on va refroidir un supraconducteur en présence d'un champ magnétique, les vortex vont prendre une empreinte du champ magnétique, et si des défauts figent les vortex à l'intérieur, on dit qu'ils sont ancrés, et bien le supraconducteur va vouloir rester toujours dans le même paysage de champ magnétique. Démonstration. Nous avons ici une pastille supraconductrice que nous avons refroidie en présence d'un champ magnétique, et celle-ci, à cause des vortex, va vouloir rester toujours à la même distance dans le même paysage de champ magnétique. Conséquence, lorsque la pastille arrive en bord du rail, eh bien, elle rebondit, comme s'il y avait une barrière de champ magnétique. De la même manière, si je renverse, vous voyez, la pastille supraconductrice va vouloir rester toujours à la même distance du rail supraconducteur, ainsi que si je le mets à l'envers. Et ceci est lié à la propriété d'ancrage des vortex qui va vouloir figer le champ magnétique.